Vous avez sans doute déjà entendu parler du collège privé catholique Stanislas. Il était au cœur de la polémique dans laquelle s'était empêtrée l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Au départ de cette polémique, des révélations et des critiques sur la scolarisation de ses enfants dans ce collège ultra-conservateur, Stanislas donc. Et à cela se sont ajoutées les révélations de Libération au sujet des grosses sommes d'argent public allouées par l'État et par la région Île-de-France à ce fameux collège Stanislas. C'est ce sur quoi a investigué Marie Picmal, journaliste au service enquête de Libération. Cette affaire Stanislas était en janvier dernier. Depuis, tu as enquêté aussi sur d'autres établissements privés qui bénéficient de très belles aides publiques, alors même que le coût d'entrée de ces établissements est parfois très très élevé, on en parlera. On va donc revenir sur les enseignements de tes différentes enquêtes, ce qu'ils nous disent de la gestion de l'argent public alloué à l'enseignement privé. Mais d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne l'enseignement privé en France entre les établissements qui sont sous contrat avec l'État et les établissements qui sont hors contrat? Oui, alors en fait il existe en France 3 catégories d'établissements. Les établissements publics classiques qu'on connaît tous, les établissements privés sous contrat avec l'État et les établissements en effet hors contrat. En réalité, le fait que les établissements sous contrat avec l'État touchent de l'argent public, c'est complètement normal, ouais. C'est écrit dans les textes de loi et c'est en effet ce qui différencie le hors contrat du sous contrat. Donc les établissements sous contrat avec l'État sont régis par une vieille loi de 1959, la fameuse loi Debré. Et le principe, c'est vraiment que l'État paye en grande partie le fonctionnement de ces établissements-là. Et en échange, ces établissements ont une vraie mission de service public, au même titre que les établissements publics. Donc, alors que les établissements hors contrat ne reçoivent aucune subvention publique et sont libres par exemple, sur les programmes scolaires, ils font exactement ce qu'ils veulent. Il y a bien sûr quelques règles de base à respecter, de socle commun, comme on appelle, mais après, sur le principe, ils sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ils ne préparent pas des diplômes nationaux. Si on est dans un établissement privé hors contrat, pour passer son bac, on doit aller dans un établissement public, un centre d'examen pour le passer. Et c'est des professeurs de l'éducation nationale qui évaluent le niveau des élèves. Donc, ce qu'on oublie un peu, c'est que donc, les établissements sous contrat avec l'État ont une vraie mission de service public. Et c'est ce qui justifie aussi qu'ils reçoivent beaucoup d'argent public. D'accord, parce que donc au départ, ces établissements sous contrat, ils reçoivent des aides, des financements publics, avec pour contrainte, ou en tout cas comme obligation, de suivre par exemple un programme commun ou d'avoir des contraintes. Oui, ils doivent. Donc, il y a déjà le principe numéro 1, c'est que les professeurs des établissements sous contrat avec l'État sont des professeurs d'éducation nationale, au même titre que les professeurs qui enseignent dans le public. Et évidemment, ils doivent respecter scrupuleusement le programme de l'éducation nationale, au même titre que les établissements publics. Donc, sur ces principes-là, il n'y a pas de débat possible. Et donc, la première source d'argent, mais qui est complètement normale, que touchent les établissements privés sous contrat, c'est le salaire des enseignants qui sont payés directement par l'éducation nationale. Et donc ça, c'est des aides, en tout cas des financements qui sont à la même hauteur pour un établissement privé sous contrat. Exactement. Les rectorats décident chaque année, en fonction de l'ouverture des classes, combien on alloue de professeurs dans tel et tel établissement, en fonction du nombre d'élèves, de la même manière, en principe, pour le public et pour le privé. Et d'ailleurs, ils sont régis, ils dépendent du ministère de l'Éducation, des rectorats, ils rentrent exactement... alors après, il y a des petites subtilités... c'est pas l'idée là de rentrer dans tous les détails, mais sur le principe même, c'est celui-ci. Et donc, ils reçoivent de l'argent de l'État. Donc, ça, on peut assez bien l'évaluer. C'est 8 milliards d'euros par an. 8 milliards d'euros par an, c'est du coup pour 142 000 profs. D'accord. Okay. C'est le salaire des profs, là, en grande majorité. Mais donc, pour les établissements privés sous contrat ? Privés sous contrat. D'accord. Là, je parle du privé sous contrat. Et s'ajoutent en effet des financements obligatoires de la part des collectivités locales. Parce qu'en France, on a un système qui est un peu compliqué. C'est que pour les écoles primaires, c'est les mairies qui doivent subvenir aux locaux, aux manuels scolaires. Enfin, il y a plein de... Donc ça, de la même manière pour le public. Et du coup, elles doivent donner l'argent qu'elles donnent pour les élèves du public, elles doivent donner exactement la même somme pour les élèves du privé sous contrat qui sont dans leur commune. Donc pour les écoles primaires, c'est les mairies.
Pour les collèges, c'est les départements et pour les lycées, c'est les régions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le forfait. C'est une somme qui varie d'une collectivité à l'autre en fonction de l'argent qu'a la collectivité et en fonction de l'argent qu'elle donne au public. Et on calcule ce qu'on appelle ce forfait. Les collectivités doivent le calculer et doivent donner la même somme de manière rigoureuse au public et au privé, en fonction du nombre d'élèves. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les aides publiques, mais qui sont obligatoires. Et après, de manière facultative, certaines collectivités peuvent décider de donner des rallonges, un peu plus d'argent à certains établissements privés. Mais ça c'est voilà, du coup. Voilà. Et ça aussi c'est très flou. Et donc par exemple pour le cas de Stanislas, ce qui avait fait débat, c'est que donc au cours de mes enquêtes, on s'était rendu compte que la région, donc Valérie Pécresse, puisque c'est pour la partie lycée, avait donné 480 000 euros de mémoire à Stanislas de manière facultative, en plus de tout l'argent qui était donné de manière obligatoire. Voilà. Et ça, on s'est expliqué. Pourquoi, du coup, à ce moment-là, ou sur le fait qu'il alloue plus de 400 000 euros? Alors, il y avait des justifications qui étaient données. Alors, j'ai plus le détail en tête, mais je crois que c'était pour la rénovation du gymnase, pour mettre aux normes, je sais plus, pour des normes handicapées, je crois, de mémoire. Mais là, ma mémoire est un peu... commence un peu... donc, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, c'était de l'argent qui n'était pas obligatoire. Et donc, en fait, pour revenir sur le principe de la loi, donc, il y a cet argent qui est donné et qui est, j'allais dire, normal, puisque c'est prévu comme ça dans la loi. Mais par contre, en échange, il y a des contreparties. Donc, d'assurer une mission de service public, de respecter les programmes, d'accueillir sans distinction tous les élèves. C'est là que ça commence un peu... parce que c'est pas, on le sait, c'est pas la réalité. Donc, du coup, de respecter le principe de mixité scolaire et sociale, donc d'avoir des enfants de toutes les origines, de tous les milieux sociaux. Et ça, on l'a vu... au cours des dernières années, il y a de moins en moins de mixité dans les établissements privés. On voit que les niveaux sociaux des élèves, d'origine des élèves, n'est pas du tout le même. Donc là, il y a un problème qui se pose. Voilà. Okay. Il y avait une question dans le chat du coup aussi sur Stanislas en particulier qui demandait, donc Stanislas c'est un établissement qui est sous contrat avec l'État, donc ils bénéficient eux d'aides et donc à ces différents niveaux, que ce soit collège, lycée. Voilà, c'est un établissement qui est sous contrat avec l'État. Donc, alors il s'avère qu'à Paris, c'est la particularité, c'est que mais il recevait pas de mémoire de subvention facultative de la mairie de Paris pour, en plus qui n'aurait pas été en dehors de celles qui sont obligatoires. Donc pour la partie collège et primaire, puisqu'à Paris, Paris est à la fois un département et une ville, ce qui fait que voilà. Ok. Les montants qui sont alloués aux différents établissements privés sous contrat, ils dépendent du coup de leur nombre d'élèves. Exactement. C'est comme ça que c'est calculé par rapport au nombre d'élèves. D'accord. Il y avait une question aussi dans le chat. Est-ce que les écoles privées... Alors ça, c'est peut-être une question plus compliquée parce que du coup, je prévenais dans le chat, ça sort du cadre français, donc je ne sais pas du tout si tu auras la réponse. Qui demandait est-ce que les écoles privées sont aussi grassement payées par l'État dans les autres pays de l'OCDE ? Non, je crois que les systèmes sont pas tout à fait pareils ailleurs. Après, encore une fois, il faut pas tout à fait se tromper de débat. La question, elle est peut-être pas tellement de savoir est-ce que c'est normal qu'ils reçoivent ou pas de l'argent et le fait qu'ils soient grassement payés. Le débat, il est plutôt est-ce que on considère qu'ils font une mission de service public. Est-ce qu'on contrôle et est-ce qu'on s'assure que la mission de service public, elle est réellement faite? Est-ce que des contrôles financiers sont réellement effectués? Et est-ce que voilà, moi à mon avis, le débat il est plutôt là-dessus que de dire est-ce que il faudrait ou pas qu'ils aient de l'argent. C'est-à-dire que voilà, à mon avis, déjà si on respectait la loi, on n'en serait peut-être pas là. Une autre question, est-ce que l'État privilégie le financement des écoles privées par rapport aux écoles publiques ? J'espère que non. C'est-à-dire que le sentiment que beaucoup partagent et qui peut s'entendre, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que les établissements publics et établissements privés sont en concurrence, mais que l'État
d'un certain côté, avantage le privé en ne contrôlant pas, en ne faisant pas porter aux établissements privés les mêmes contraintes et obligations que ce qu'elle impose aux établissements publics. Ce qui laisse penser à une concurrence un peu déloyale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chefs d'établissement du public, ils n'ont pas les marges de manœuvre qu'ont les chefs d'établissement du privé. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure et qui est un point quand même qui est important, c'est que autant le personnel les professeurs dans les établissements privés dépendent de l'éducation nationale. Par contre, tout le personnel, par exemple, de direction, administratif, donc le chef d'établissement, la CPE, les surveillants, ça, c'est des personnels de droit privé qui sont payés par l'établissement lui-même avec l'argent que donne l'État, mais ils sont recrutés et choisis de manière totalement libre par les établissements. Ça, c'est un point qui est très important et qui, par exemple, il y a des chefs d'établissement du privé qui ont des salaires très, très élevés. Parce que la plupart des établissements privés sous contrat ont des statuts d'association. Enfin, on va peut-être y revenir après, mais c'est un des points aussi qui pose question dans mes enquêtes sur l'aspect financier, parce que dans la façon dont l'argent transite et dans la façon dont l'argent est utilisé. Enfin, peut-être pas. J'en profite aussi pour saluer Les Numériques qui nous a lancé un petit raid avec un groupe de 110 personnes. Donc bienvenue à vous tous et à vous toutes. Et je rappelle, avant de continuer, que du coup nous parlons du financement privé des écoles, du financement public des écoles privées en France avec Marie Picmal qui a écrit tout un tas d'enquêtes à ce sujet dans Libération. Et je vois qu'il y a une autre question à ce propos de Steph Boub qui nous demande: est-ce une idée reçue que de dire que l'absentéisme des profs est plus important dans le public que dans le privé? Est-ce que ça, on sait des choses ou pas là-dessus, sur l'absentéisme des profs dans le public par rapport à l'absentéisme des profs dans le privé? Alors, ce que j'ai appris là, il y a assez récemment et que j'ai jamais eu encore l'occasion d'écrire parce que ça mériterait que j'investigue un peu plus, mais c'est que dans le privé, je crois ne pas me tromper en disant que les chefs d'établissement peuvent demander à des profs de faire des remplacements. Ils peuvent beaucoup plus jouer sur le remplacement en interne en demandant à des profs de prendre des classes, par exemple, le prof de maths, de prendre une classe de la prof de français qui est absente ce jour-là. Il y a un peu plus de flexibilité qui est donnée, qui donne quand même l'impression, enfin, qui ne doit pas être qu'une impression, que les profs sont moins absents dans le privé que dans le public. Après, il faudrait vérifier les arrêts maladie et voir, mais c'est plutôt à mon avis qu'ils ont une plus grande marge de manœuvre dans la possibilité de remplacer parce qu'ils peuvent se permettre de plus de flexibilité en interne, ce qui ne veut pas dire que c'est des vrais cours assurés, parce que ça peut être aussi, ce que le professeur qui m'a appelé pour me dire ça, il me disait, du coup, on fait de la surveillance, on fait pas, c'est pas franchement des cours, voilà. Ouais, ok. Une autre question dans le chat, avant aussi de parler d'autres cas, on veut revenir encore un petit peu sur le cas de Stanislas. Est-ce qu'on sait si des actions ont été entreprises à l'encontre de Stanislas, et peut-on attendre, sachant que la droite semble regarder avec bienveillance ces établissements qui cultivent l'entre-soi et la reproduction sociale? Il y avait eu le fameux rapport d'inspection là que Mediapart avait réussi à avoir, qui avait beaucoup. C'était quoi ça? C'était alors ça remonte un peu. Il y avait eu une enquête dans l'Express et Mediapart sur les dérives à Stanislas dans le contenu des cours, dans les messages sexistes, et homophobes enfin bref, ils avaient été attaqués là-dessus. Et il y avait une enquête qui avait été commandée par à l'inspection de l'éducation nationale. Et l'enquête était restée, le rapport d'inspection était resté secret. Et grâce, je le dis un peu en rigolant, mais grâce à la polémique avec la ministre Oudéa Castéra à l'époque, ça avait mis une pression supplémentaire et le rapport avait fini par fuiter. Et c'est Mediapart qui l'avait publié. Et le rapport était accablant sur ce qui se passe à Stanislas. Est-ce que les choses vont évoluer? J'espère, mais c'est vrai qu'il se murmure au rectorat de Paris. Beaucoup disent qu'il y a certains établissements
parisiens sur lesquels il vaut mieux, quand on est en fonction, ne pas du tout toucher parce que en effet, c'est l'élite et que ça amène beaucoup plus de problèmes que d'autres choses. Donc parce oui. Parce que dans certains établissements, il y a un certain copinage, par exemple, de direction avec des personnalités politiques haut placées, ou comment on explique ça? Oui, et puis parce que dans ces établissements, il y a aussi beaucoup d'enfants d'eux. Et aussi d'enfants de ministres. C'est pas pour faire du populisme mal placé, mais c'est aussi une réalité. Après, j'allais nuancer dans la phrase d'après mon propos, parce que j'ai parlé, il n'y a pas si longtemps, un ancien recteur qui me jurait sur toutes les têtes possibles qu'il n'avait jamais, il n'y avait pas de favoritisme, et que s'il avait été alerté d'un problème dans un de ces établissements-là, il aurait agi, et même encore plus vite, parce que pour éviter justement toute critique. Donc une des thèses, c'est que ça ne remonte pas jusqu'au recteur, et que souvent les agents des rectorats n'interviennent pas à la base pour éviter problème. De la même manière que quand il y a des professeurs en souffrance dans ces établissements privés. Bon, là, on parle de certains établissements, mais c'est quand même assez répandu. Les professeurs, il y a une grande souffrance des professeurs de l'éducation nationale dans ces établissements privés, parce que quand il y a un problème avec la direction, qui est de droit privé, là, pour le coup, qui est pas... ils ont, eux, leur supérieur hiérarchique, c'est le rectorat, et les rectorats, souvent, déjà débordés par tous les problèmes à gérer dans le public, ont tendance à dire, écoutez, vous êtes dans le privé, vous avez choisi, débrouillez-vous. Ok. Une autre question du chat, quel est l'organisme qui s'occupe de veiller à la bonne utilisation des sommes publiques et quelles sont les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des établissements privés? Alors en principe, les établissements privés, donc l'immense majorité sont des associations, ont des statuts d'association, loi 1901. À partir du moment où ils reçoivent, la règle c'est 150 000 € d'argent public, donc c'est-à-dire à peu près tous, ils doivent fournir leurs comptes aux chambres régionales des comptes. Le problème, c'est que c'est pas fait. Alors là, je suis pas en train du tout de dire que tous les établissements privés font n'importe quoi. Loin de là, il y a plein d'établissements privés qui font du super boulot et c'est pas du tout le débat. Mais par contre, qu'ils fassent ou pas bien le boulot, ils ont pas dans les faits, personne vérifie qu'ils donnent bien leur compte, et donc que le travail de vérification est fait. Donc le seul travail qui est fait, c'est que les comptes soient validés par le commissaire aux comptes. Mais le commissaire aux comptes, il va regarder qu'il y a bien, que l'établissement n'est pas en déficit, mais il ne va pas regarder comment est utilisé l'argent public. Est-ce que, par exemple, comment sont passés les appels d'offres, ou quand il n'y a pas d'appel d'offres la plupart du temps pour faire les travaux de l'établissement, est-ce que la facture elle correspond bien au coût du marché, ou est-ce qu'ils ont surfacturé, voilà, parce que c'est des choses comme ça qui sont faites dans certains établissements pour faire sortir l'argent. Parce que du coup, l'argent n'est pas tracé. Non. D'accord. L'argent, en fait, c'est-à-dire que alors, il y a une autre. Normalement, quand des élus, donc dans une commune ou un département, donnent de l'argent, les fameux forfaits, là, l'argent obligatoire pour le fonctionnement des établissements privés, ils sont censés être invités le jour où ils débattent où il y a la présentation du budget de l'établissement. Donc, ils sont censés venir dans l'établissement et avoir un élu pour vérifier justement comment l'argent est utilisé. Mais dans les faits, on avait regardé avec l'association des villes très investies dans l'éducation, et la plupart ne sont pas invités et ne l'ont jamais été. Ça s'est perdu en fait ou presque ça ne s'est jamais. En fait, je crois que la loi Debré n'a jamais été parfaitement appliquée, et ça s'est peut-être encore plus détérioré avec cette peur que beaucoup de gens, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas en âge de comprendre avant 84, donc c'est-à-dire quand même pas mal de personnes, ignorent, c'est la fameuse grande guerre scolaire entre le privé et le public qui tétanise tous les politiques et qui font que, comme ils ne veulent pas de problème, ils laissent ce sujet le plus sous le tapis. Je vais parler justement potentiellement des dérives qui pouvaient y avoir lieu avec de l'argent public dans des écoles privées, parce qu'on ne peut pas toujours, du coup, et en tout cas même rarement, tracer et comprendre la réelle utilisation de cet argent public-là. Est-ce que toi, tu as pu découvrir, du coup, à quoi avait pu servir, et du coup, potentiellement à certaines dérives dans des établissements privés du financement public reçu? C'est-à-dire que, il y a l'argent public et il y a les frais d'inscription. Là où c'est-à-dire que normalement, les établissements privés, ils doivent pouvoir fonctionner avec l'argent public qu'ils reçoivent.
Alors, j'ai relu 18 fois le Code de l'éducation parce que tellement que ça me paraissait trop bizarre, mais tellement c'est décalé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, du moins à Paris. Mais normalement, les frais d'inscription dans les établissements privés doivent être... le principe, c'est carrément la gratuité des établissements privés, comme ils font une mission de service public. On tolère une contribution des familles, mais qui doit être hyper modérée et qui ne doit normalement couvrir que les frais éventuels de cours de religion et qui doivent être facultatifs et un peu l'amortissement du bâti. Mais or, alors bon, on a un prisme à Paris très fort parce que c'est pas du tout le cas dans plein de villes en France, mais dans les grandes villes, et notamment à Paris, les établissements privés ont des frais d'inscription qui s'envolent. Et donc, la question que je me suis posée, en effet, c'est, OK, donc s'ils ont énormément d'argent des familles, plus beaucoup d'argent de l'État, où va l'argent, quoi? Donc ça, c'est une vraie question. Donc je me suis dit, tiens, C'était par exemple le cas pour ta dernière enquête, voilà. L'école Jeannine Manuel, l'école la plus riche de France, c'est ça que tu Alors oui, alors j'en ai déduit que c'était l'école la plus riche de France. En gros, donc cette école-là, c'est une école des beaux quartiers parisiens qui est assez étonnamment peu connue, enfin qui n'est pas très très connue même des Parisiens. Tout le monde ne la connaît pas. On l'appelle aussi l'école bilingue. Elle est un peu plus connue sous ce nom-là. Et qui, du coup, donc c'est une école où dès la maternelle, ils ont la moitié du temps de classe en anglais. Et les frais d'inscription s'envolent année après année. Et là, on est à quasiment 10 000 €, 9 500 pour l'entrée en primaire par an. Donc, c'est quand même des sommes colossales. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de creuser sur cette école-là, puisque quand même, ils reçoivent au même titre, comme tous les autres, de l'argent de l'État. Essayer de voir dans les comptes où part cet argent. Et bon, autant dire que je n'ai pas réussi à savoir. Non, mais en gros, c'est une structure, une association, où j'ai montré les comptes à plein de financiers qui m'aident à les décrypter, mais ils mettent que des gros paquets. Donc, en fait, on sait par exemple qu'il rentre 34 millions de prestations de services, ils appellent ça comme ça dans leur compte financier. Mais à quoi correspondent ces 34 millions? Bon, on imagine l'argent des frais d'inscription, mais ça ne suffit pas. Bon, il doit y avoir d'autres choses qui vendent, des méthodes ou des choses comme ça. Et ils ont notamment 12 millions de achats externes. Donc, j'en ai déduit qu'il y avait certainement les loyers à l'intérieur, mais est-ce que les loyers correspondent vraiment au prix du marché? Sachant que les loyers sont versés à des SCI et des sociétés qui appartiennent au président de l'association. Donc, on voit bien que là, il y a clairement... Alors, il faudrait que ce soit... faudrait qu'il y ait une vraie enquête financière qui soit menée par des instances compétentes. Moi, je suis juste journaliste, mais je posais juste des questions et de dire que là, il me semblait qu'il y avait des zones quand même de flou et d'interrogation qui questionnent de où va tout l'argent. Parce que clairement... on voit mal comment ils puissent dépenser autant pour les élèves, sachant que les profs sont payés par l'Éducation nationale et pour certains ont de l'argent en plus, ils reçoivent, ils leur donnent de l'argent en plus pour plein de raisons. Enfin, dans le fonctionnement de l'école, ils ont des coordinateurs de niveau, donc certains profs, mais pas tous, certains profs qui sont dans les petits papiers de la direction arrivent à avoir à quasiment doubler leur salaire. Ok. Voilà. Il y avait une question dans le chat aussi sur certains lycées publics. Quid de certains lycées publics dans les centres-villes encore plus sélects que des écoles privées, avec, dit-on, une éducation d'exception? Sont-ils particulièrement financés par l'État pour poursuivre leur mission d'excellence? Est-ce que j'ai pas compris le début. Certains lycées publics dans les centres-villes qui seraient encore plus sélects que des écoles privées, avec une éducation d'exception. Et est-ce que du coup ces établissements-là, par exemple, ils seraient particulièrement financés par l'État dans le but de poursuivre leur mission d'excellence? Est-ce que toi, tu as des infos là-dessus ou pas? C'est-à-dire que, après, tout dépend de ce qu'on entend financé par l'État. Parce que, par exemple, ce qui paraît très logique, enfin, ce qui est assez logique dans ces établissements-là d'excellence, c'est qu'il y a des professeurs d'excellence, donc ils sont plus souvent agrégés, plus souvent avec beaucoup d'expérience passée, donc ils coûtent plus cher en soi, mais parce que voilà, ils sont en fin de carrière ou parce qu'ils ont les diplômes qui vont avec. Donc il y a peut-être une différence en effet sur ce point-là. Ok. Voilà.
Pour en revenir au cas Jeanine Manuel que tu mentionnais juste avant, tu disais que toi-même dans ton enquête c'était difficile du coup de voir à la fin comment était utilisé un peu tout cet argent, mais tu leur as posé des questions aussi à eux. Comment est-ce qu'ils te répondent, par exemple la direction de l'établissement ou les gens que tu as voulu contacter qui travaillent là-bas? Alors ça c'est mon gros drame, enfin ma déception totale parce qu'ils n'ont pas voulu me répondre. J'ai juste eu la directrice de communication qui m'a répondu ne pas savoir, enfin la plupart des questions elle ne savait pas. Je leur ai laissé quand même beaucoup de temps, surtout qu'ils ont été informés au cours de mon enquête que j'en faisais une par une des personnes qui voulaient pas que c'est toujours pareil quand on appelle des gens des fois on tombe sur ceux qui sont proches de la direction, donc bon bref, donc ils savaient très bien que j'enquêtais dessus. J'y ai mis longtemps parce que voilà, je voulais être sûre de tout, donc et puis je leur ai laissé plusieurs jours avec mes questions très précises sur les points financiers et ils n'ont pas répondu. Donc pour moi, le travail n'est pas complètement achevé. C'est toujours une frustration parce que moi, j'aime bien, dans mon métier de journaliste, c'est hyper important que la partie adverse qu'on met en cause puisse se répondre et pour faire avancer aussi le débat. Peut-être qu'il y a des raisons que j'ignore, où je suis passée à côté. Là, les nouveaux témoignages que j'ai reçus depuis l'enquête me laissent penser que je ne suis pas passée à côté du sujet. Mais bon, voilà, c'est toujours... et puis, ça questionne aussi, en fait, de se dire... pas moi personnellement, mais de se dire comment est-ce possible qu'un établissement à qui on pose des questions aussi pour les Français, quoi. Enfin, on a un droit de savoir puisque c'est de l'argent public. Comment c'est possible qu'ils répondent pas, qu'ils prennent même pas le temps de vraiment répondre. Voilà. Est-ce que tu as travaillé sur d'autres établissements et qu'est-ce que tu aurais pu découvrir, qu'est-ce que tu as pu découvrir du coup en travaillant sur d'autres établissements privés sous contrat avec l'État? Alors, ce que j'avais découvert, encore une fois, l'idée c'est pas du tout d'incriminer tous les établissements parce qu'il y en a plein qui font très très bien le boulot, mais il y a clairement un problème. Enfin, il y a plusieurs problèmes. Il y a dans le non-respect des règles, il y a notamment les questions des détournements d'heures. Enfin, alors ils peuvent, par exemple, il y en a qui font des cours de 50 minutes au lieu de 55, ils grappillent des 5 minutes par-ci par là, puis après les professeurs doivent du temps de service à l'établissement avec après, on pourrait se dire pourquoi pas faire des cours de 50 minutes. C'est vrai que peut-être maintenant les élèves ont une capacité d'attention moindre et voilà. Mais le fait est que dans le public, tout le monde respecte 55 minutes. Et dans le privé, non. Et donc, ils grappillent ces heures-là. Et après, ils proposent, par exemple, des cours de théâtre entre midi et deux, mais qui sont en fait financés avec de l'argent public. Bon, en soi, très bien, mais ça entretient quand même la concurrence entre le public et le privé, et comme le disait tout à l'heure, à armes inégales, parce que le public n'a pas cette possibilité-là. Donc, il y avait notamment ça. J'ai de grosses interrogations sur la façon dont l'argent, par exemple, pour les travaux dans les établissements privés est utilisé, parce qu'ils ne sont pas tenus à faire des appels d'offres. Et donc, ils fonctionnent, parce que les associations, elles sont de droit privé, donc ils choisissent ce qu'ils veulent pour, par exemple, restaurer le parc informatique de l'établissement ou restaurer la façade, enfin n'importe quoi. Mais on pourrait ça laisse penser, fermé, à des dérives, parce que les associations, elles sont gérées par, pour ce qui est des établissements catholiques, qui représentent quand même 96% du sous-contrat. Des OGEC, c'est des organismes de gestion, j'ai plus la suite, d'enseignement catholique, ça doit être ça. Et souvent, c'est des notables de la ville qui sont à la tête, donc qui gèrent l'association qui gère l'établissement et qui prennent les décisions entre eux. Il n'y a pas de prof à l'intérieur, il n'y a pas de représentants d'élus du personnel forcément qui y siègent. Donc, c'est très opaque. Et cette opacité-là, même si, c'est pas des dérives dans tous les établissements, mais c'est la porte ouverte quand même. Et pour moi, il y a un vrai manque de contrôle pour plein de raisons, parce qu'aussi on manque d'inspecteurs. C'est pas juste parce que l'État veut pas contrôler. Il y a des vraies raisons pourquoi l'État ne contrôle pas. Et comment est-ce que toi tu tombes du coup sur une école plutôt qu'une autre? Tu as fait aussi une autre enquête sur un établissement, alors je crois qu'il était en construction à Saint-Colomban, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Comment est-ce que tu découvres ces cas-là sur lesquels ensuite tu creuses et tu découvres ensuite certaines choses?
Alors, comment ça... En fait, c'est parce que j'ai fait une longue enquête là, au moment de la polémique d'Oudéa-Castéra en janvier sur le fonctionnement des établissements, où donc j'avais pris plein de cas un peu partout en France et pour essayer de sortir ce qui était systémique, en fait, pas des cas isolés, mais plutôt le côté systémique. Donc, du coup, j'ai passé tellement de temps que j'ai appelé plein de gens. Donc, je pense que j'étais un peu identifiée à ce moment-là aussi par certains acteurs qui, après, m'ont rappelé. Et donc, sur l'histoire de Saint-Colomban, j'ai été... alors, c'est une situation un peu particulière. C'est une ville qui est en train de s'étendre à côté de Disneyland, donc une ville nouvelle. Et il y a un projet de construire un immense établissement, mais trop beau, avec une église accolée à l'établissement scolaire. Et là, c'est la région Île-de-France de l'opposition qui m'a prévenu, qui m'a dit, mais on ne comprend pas, les sommes versées par la région sont colossales. Donc, c'était de plus de 1,1 million, je crois, de mémoire. Enfin, plus d'1 million. Versés par la région de manière facultative pour financer les travaux de cet établissement. Et en fait, l'opposition du département avait aussi essayé d'alerter, et le département de Seine-et-Marne donc avait versé 1,8 million. Et donc là, ça pose quand même une question aussi de droit, parce que en principe, donc déjà ils ont normalement un établissement privé nouveau qui se construit. Il doit survivre 5 ans avant de pouvoir demander à être sous contrat avec l'État. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu d'établissements musulmans en France, parce que c'est très compliqué de tenir 5 ans en de vivre 5 ans avant de pouvoir avoir l'argent. Il faut énormément de moyens du coup pour survivre déjà 5 ans et après. Exactement. Et là, en fait, donc du coup, il y a une feinte qui est utilisée, qui est... c'est vraiment une feinte, parce que c'est un détournement de la loi, mais qui est toléré, parce que ça existe depuis toujours, qui est de construire une annexe, un établissement déjà existant, en disant non, mais on ne crée pas un nouvel établissement, on crée une annexe. Donc là, en l'occurrence, Saint-Colomban, ça devient une annexe d'un établissement qui est à 10 minutes de voiture du futur établissement. Déjà, ça questionne. Surtout que l'annexe va se retrouver plus grosse que le premier établissement. Et donc, du coup, la loi, là aussi, est claire. Alors, elle est un peu vieillotte, elle date de 1850, je crois, la loi Fallou. Elle indique que les établissements, pour les subventions, elles doivent être limitées, et elles doivent représenter maximum 10%. Alors, la question, c'est 10% de quoi? Mais normalement, 10% du budget de l'établissement. Donc, 10% du budget de l'établissement existant. Voilà. Sauf que, dans leur manière d'interpréter le droit, et le département et la région ont considéré que c'était 10% du montant des travaux. Donc, comme le montant des travaux était colossaux, ils sont arrivés tranquilles à 1,1 million et 1,8 million. Et donc, voilà, donc j'avais pris cet exemple pour poser la question de l'argent public qu'on pouvait donner pour construire un nouvel établissement. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes ou d'autres travaux que tu as déjà prévus sur ce sujet, sur l'enseignement privé, avec des financements publics potentiellement ou pas? Ce qui me motive, c'est de me dire qu'il faut que ces sujets-là soient sur la place publique pour en débattre. Après, c'est pas tellement de dire est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, mais c'est plutôt que les gens soient au courant. Parce que je pense que beaucoup de personnes ignorent que cette chose toute bête, que les professeurs du privé sont des professeurs d'éducation nationale, et que c'est pas l'argent qu'ils donnent chaque mois qui finance absolument tout dans l'établissement. Aussi pour que les parents d'élèves puissent aussi utiliser, eux, leur droit de demander des comptes aussi, tout simplement. Parce qu'il y a un vrai manque de contrôle qui fait que, voilà, comme on disait, ça ouvre la porte à des dérives. Donc, je pense que c'est important de continuer à documenter ça. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Marie, d'avoir été avec nous. Je vous ai mis dans le chat la page auteur de Marie, si vous voulez retrouver tous ces articles qu'on a pu évoquer là pendant ce stream. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir, merci. Salut tout le monde.